La grande interview sur CNews et Europe 1 avec ce matin Didier Lesky. Bonjour Didier Lesky, directeur général donc de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et vous publiez une nouvelle édition du Grand Dérangement, l'immigration en face, une 60aine de pages. Tout pour comprendre les enjeux de l'immigration en France et au niveau européen. Voilà, nouvelle édition. La dernière édition remontait à il y a 3 ans. 2020. Bon. Une approche assez pragmatique de ce dossier assez sensible qu'est l'immigration, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, pour ce qui est de la France, je lis page 5, dans votre livre, qu'entre 1968 et 2021, le nombre d'immigrés en France a été multiplié par 2,2 et le nombre de Français a été multiplié par 1,4. Donc la population immigrée a augmenté plus vite que la population française. Ça, c'est un fait. Oui, c'est un fait, oui. C'est un fait acquis. Qu'est-ce que ça dit ? D'abord, globalement, il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France qu'aujourd'hui, aux alentours de 10 ou 11% en fonction des modes de calcul. Mais quand on parle d'immigrés, de gens un immigré, de nationalité étrangère. Non, pas forcément. C'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Il y a un peu plus de 7 millions d'immigrés en France, dont 2,5 millions ont la nationalité, ont acquis la nationalité française. Donc c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger et une partie a obtenu la nationalité française. Mais ce qui est vrai, c'est que la France, comme d'autres pays d'Europe, et l'Europe de manière générale, est un continent qui a vu ces dernières années une très forte progression d'immigrés, pour des raisons soit économiques, soit pour le regroupement familial ou l'immigration familiale, comme c'est le cas pour la France. Combien la France accueille-t-elle d'étrangers légalement chaque année ? Pour bien comprendre de quoi on parle. Aux alentours de 200 000 titres de séjour chaque année, 220 000, il y a des étudiants. On est devenu un pays à très forte immigration étudiante francophone, qui est aujourd'hui de plus de 100 000, c'est-à-dire supérieur à ce qu'on appelle l'immigration familiale. L'immigration familiale, c'est le deuxième poste. Et puis après, on a une immigration de travail qui continue. Et puis on a les demandeurs d'asile. Et la difficulté souvent dans le débat, c'est qu'un demandeur d'asile, une fois qu'il est inscrit comme demandeur d'asile, il est en situation légale. Et donc, si vous rajoutez aux 220 000, 130 000 ou 140 000... On est à plus de 350. Voilà, c'est à peu près ça. Il y a des personnes qui pouvaient être déjà là et à qui on a donné un titre de séjour dans le cadre d'une régularisation, 30 000 l'année dernière. Voilà. Et la demande d'asile est parfois dévoyée. On sait qu'on n'a pas le droit à l'asile, on le demande, et le temps que le dossier soit instruit, on s'installe en France. Alors, c'est un des sujets de la demande d'asile, c'est qu'elle est devenue de fait, et on le voit à travers les décisions de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides qui examinent individuellement chaque dossier, et bien que, disons, les 3/4 des personnes, en fonction des années, ou les 2/3, ne relèvent pas de l'asile, et c'est là toute la difficulté, et c'est une difficulté qu'on voit aujourd'hui, en particulier à travers la Méditerranée. Alors, Emmanuel Macron a dit fin août au point que la situation n'était pas tenable. Est-ce qu'on a atteint, vous qui êtes un fin observateur, un point de saturation, un plafond, on appelle ça comme on veut? Alors, le problème, c'est pas simplement une question de nombre, c'est le croisement entre le sujet du nombre, c'est-à-dire du nombre d'immigrés qui arrivent, et les questions sociales. C'est par exemple le problème de l'accès au logement. On a beaucoup de personnes qui arrivent et qui ont du mal à trouver du logement, comme du reste, une partie de la population ici déjà résidente a du mal à accéder au logement. Il y a le problème du travail. On a perdu beaucoup d'emplois, peu ou pas qualifiés. Et or, on a une partie de l'immigration qui est quand même importante, qui n'a pas le niveau de qualification suffisant et qui, du coup, a du mal à rentrer dans le marché du travail, ou rentre à travers des petits boulots, si vous voulez, et ça fait partie des choses qui peuvent être regardées de manière un peu défiante par une partie des Français. Parce que 350 000 personnes qui arrivent chaque année, effectivement, il faut loger, nourrir. C'est une grosse ville, 350 000 personnes. On peut le prendre comme ça, mais bien évidemment, dans ces 350 000, il y a des personnes qui peuvent être d'un apport économique. Je pense par exemple aux étudiants. Les étudiants, c'est un marché mondial. Voilà, donc les 100 000 étudiants, c'est un apport économique. Après, la question, c'est de savoir si ils repartent ou pas en fonction de leur origine. Et c'est un peu là où il y a une discussion. Il y a l'immigration familiale, où théoriquement, celui qui fait venir prend en charge la personne qui vient. La difficulté, c'est la demande d'asile, et c'est le fait qu'une partie de cette demande d'asile, une partie très importante, majoritaire aujourd'hui, est constituée de personnes qui aura du mal à s'insérer en France parce qu'elle n'aura pas de qualification, elle n'aura pas de titre de séjour, et même pour ceux qui obtiennent le statut de réfugié, il y a une difficulté
à avoir un parcours d'intégration, d'autonomie, soit par le travail, soit par le logement. À propos d'insertion, vous écrivez « Soyons francs, le processus d'intégration ne peut pas être le même pour un Tchétchène musulman et pour un Polonais catholique ». Est-ce que le cœur du problème n'est pas là? L'insertion, comment on insère? Parce que la France, vous le disiez, accueille depuis des décennies des immigrés. Pas depuis la nuit des temps, mais depuis des décennies des immigrés. Depuis, disons, le milieu du 19e siècle. Et la France est plutôt généreuse, voilà, depuis 1850. Bon. Mais tout à l'heure, je crois que vous avez parlé de démographie. Dans les années 20 et 30, la natalité, la démographie. Dans les années 20 et 30, la France recevait plus d'immigrés en proportion de sa population que les États-Unis. Mais il y a un travail de prise en charge, d'unification d'une certaine manière d'un peuple avec des aspirations communes, des luttes sociales qui ont permis d'unifier à travers l'entreprise, par exemple. 1936, c'était un grand moment d'intégration de l'immigration. Ce qu'on a perdu, ce sont les entreprises. La désindustrialisation a été un facteur de déstructuration de la société et ça pèse en particulier sur l'immigration. Et se rajoutent les écarts culturels. D'une certaine manière, on avait plus de liens, même, je dirais, avec des personnes qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée. Dans les années 50-60, on se connaissait plus qu'on ne l'a aujourd'hui, parce qu'en plus, la question de la religion est devenue durcir les écarts, et en particulier les écarts culturels. Savoir qui rentre et qui ne rentre pas dans un pays, c'est pas rien. Je voudrais qu'on regarde ce sondage CSA pour CNews qu'on a révélé. 70% des Français veulent un référendum sur l'immigration. Est-ce qu'on va voir les chiffres sont là. 77%. Faut-il non, ça c'est la prime pour les. Ça c'est la prime. Ce que je voulais vous montrer, c'est les Français qui veulent un référendum. 70% des Français veulent un référendum sur l'immigration. Et certains partis politiques le proposent essentiellement à droite. Pourquoi ne pas demander aux Français ce qu'ils en pensent? La question, c'est quelle question on pose. C'est qui est quand même pas simple. Mais à travers cette réponse de 70% des Français, qu'est-ce qui s'exprime? Il s'exprime une inquiétude qui est la suivante. C'est que beaucoup de Français vivent déjà des difficultés sociales, l'accès au logement, et la question qui est angoissante, pas simplement en France, mais dans l'ensemble des pays européens, c'est qu'on a construit en Europe ce qu'on appelle des États sociaux, l'État social. Et jusqu'à avec des aides. Avec des aides. Et c'est un État qui est basé sur le fait qu'il y a soit des gens qui contribuent parce qu'ils sont salariés, soit des gens qui paient des impôts. Et donc toute la question, c'est de savoir quel est l'espace de la solidarité, jusqu'où peut-il s'étendre. Et là, il y a une angoisse d'une partie de la population qui, en plus, est la partie de la population qui tient le plus à l'État social, parce que c'est ce qu'elle peut léguer à ses enfants, d'une certaine manière, plus que du patrimoine immobilier. Mais sur la décision, on n'a jamais véritablement demandé aux Français s'ils étaient d'accord ou pas pour faire venir des immigrés en France. Il n'y a jamais eu une demande, alors que c'est un vrai changement de société quand on fait venir des immigrés en France. Alors, le changement de société, c'est un changement de longue durée, parce que la particularité de la France, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des débats, je dirais, qui peuvent déranger l'esprit, c'est que sur la longue durée, on a une infusion de l'immigration avec, disons, un tiers de la population qui a un ascendant immigré, si vous voulez. Et donc, la difficulté, c'est la conjonction, et je le redis, entre les difficultés économiques et le nombre. Et c'est ça qui inquiète une partie de la population. Aujourd'hui, il y a une réunion des pays méditerranéens à Malte, à laquelle participe Emmanuel Macron. Réunion de préparation au sommet de la semaine prochaine. L'immigration, sujet numéro 1. Est-ce que l'Europe peut vraiment jouer sur les flux et éventuellement les réduire? Ma question en clair, est-ce que ce ne sont pas des gesticulations? Est-ce qu'on peut réellement réduire l'immigration, la contrôler en tout cas, contrôler l'immigration illégale? Il faut espérer que ce ne soit pas des gesticulations, parce que, si vous voulez, l'Europe est un continent à envier. Et du reste, en Europe, il y a en proportion beaucoup plus d'immigrés que dans d'autres continents du monde. Et c'est un des enjeux. Et c'est surtout un des enjeux parce que la caractéristique en particulier des pays de l'Union européenne, c'est quand même d'avoir des systèmes sociaux extrêmement protecteurs. Et donc l'angoisse d'une partie de nos concitoyens qui sont les plus démunis, c'est qu'on leur donne, ils ont le sentiment qu'on leur fait injonction d'accueillir encore plus démunis qu'eux. C'est la concurrence après dans le logement social, c'est la concurrence pour des emplois peu ou pas qualifiés, avec le sentiment que les immigrés qui sont là et qui
occupent ces emplois, en même temps participent de la dérégulation du travail et de la fin de ce historiquement on appelait le salariat, c'est-à-dire avec des statuts, et c'est tous ces emplois qu'on voit, ces gens qui pédalent pour livrer des sushis à des gens qui par ailleurs disent qu'ils sont très généreux, mais qui en général contournent la carte scolaire pour pas que leurs enfants soient scolarisés. Vous parlez en clair des bobos des centres-villes. Oui, bien sûr, c'est un des sujets. Bien sûr, c'est un sujet. Je veux dire, quand on a des conditions sociales favorables, faire injonction d'accueil à ceux qui ne les ont pas, eh bien, ceux qui ne les ont pas considèrent que, quand même, on abuse un peu. Les privilégiés des centres-villes qui donnent des leçons à ceux qui sont moins privilégiés dans les banlieues et qui vivent la réalité, parfois compliquée, de l'accueil de l'immigré. C'est pas forcément une volonté de ne pas avoir les pauvres avec soi, mais c'est par exemple les logiques foncières. On a en ce moment une grande discussion sur l'immobilier. Les logiques foncières ont exclu de Paris, par exemple, pour citer cette ville, entre 500 et 600 000 ouvriers qui existaient encore au début des années 60 et dont une partie étaient des immigrés. Oui, c'est à lire dès le début de votre livre. 5 à 600 000 ouvriers à Paris, effectivement, aujourd'hui. Au début des années 60. Au début des années 60. Oui, on avait un peuple parisien ouvrier qui était là, en particulier dans l'Est parisien, et qui était en même temps un lieu de socialisation. Et là, la difficulté, c'est que les arrondissements qui étaient ceux d'entrée de l'immigration, eh bien, sont devenus des arrondissements de la gentrification avec de moins en moins d'immigrés. La grande interview sur CNews et Europe 1 avec Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Je voulais vous entendre sur ce sondage qu'on révèle ce matin sur CNews. 60% des Français sont pour que soient créées des primes pour que les Français acceptent de travailler dans les métiers en tension. On dit souvent, les Français veulent plus travailler dans les métiers en tension, il faut faire venir des immigrés, sinon on aura un gros souci. J'aimerais vous entendre sur le résultat de ce sondage. D'abord, il faut faire attention quand on parle de métier en tension. Il y a métier en tension et métier en tension. Ce n'est pas avec un clandestin que vous allez faire un médecin. Ce n'est pas avec un clandestin que vous allez faire un enseignant. D'accord ? Ce n'est pas avec un clandestin spontanément, encore que ça peut exister, que vous allez faire un informaticien. L'année dernière, on a fait venir 55 000 travailleurs de manière légale sur le marché du travail français, justement pour des métiers en tension. L'angoisse d'une partie des Français, et peut-être l'interrogation, c'est qu'il y a des métiers qui sont extrêmement peu rémunérés et qui sont en même temps les métiers où la suggestion du travail est extrêmement forte. Et on a des jeunes qui ne sont pas suffisamment formés et on a déjà 30 à 40 000 personnes qui obtiennent le statut de réfugié tous les ans et qui ne sont pas encore employés. Et donc la question c'est est-ce qu'on doit faire un effort pour ceux qui sont déjà là plutôt que de dire on va continuer à faire venir d'autres. Et en particulier dans les emplois de basse qualification, on sait qu'il y a une pression sur le prix du travail, si vous voulez, qui se fait. Autant l'immigration qualifiée... Ça veut dire que ça intéresse certains secteurs de faire travailler des immigrés qui réclament moins que des Français, pour être clair. Bien sûr, mais on a là des études tout à fait nettes, c'est-à-dire que l'immigration qualifiée a plutôt une tendance positive sur le niveau des salaires. L'immigration de très basse qualification fait faire une pression à la baisse des salaires, et en particulier sur les statuts. On sait bien, tous ces petits métiers, bien sûr, on peut dire qu'il manque, mais à travers la prime, ce qui se joue, c'est la question du statut et du niveau de salaire pour une vie décente. J'aimerais vous entendre, ça sera ma dernière question sur les chiffres de la natalité. Vous y faisiez allusion au début de cet entretien, de cette grande interview. La France n'a jamais fait aussi peu d'enfants, les Français en tout cas, que depuis ces derniers mois, que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que l'immigration va remplacer la natalité ? Moi, je n'aime pas ces visions un peu utilitaristes, parce que tout l'enjeu, c'est pas simplement d'avoir des gens qui sont au même endroit sur une portion de terre, si vous voulez. C'est comment on fait un peuple ensemble. Voilà. Et toute la question de l'immigration aujourd'hui, et c'est une question culturelle et d'intégration, c'est comment faire un peuple ensemble, c'est-à-dire comment faire société. Et la difficulté et le sentiment qu'a une grande partie de nos concitoyens, c'est qu'on n'arrive plus à faire société ensemble. Et là, il y a des enjeux culturels. Et on ne peut pas simplement dire, ça se pose en France comme ça se pose en Allemagne, en Italie, ou dans d'autres pays, c'est en faisant venir des gens qu'on fera simplement peuple ensemble. Si je vous suis, il faut réduire l'immigration et augmenter la natalité. De toute façon, l'intégration suppose qu'il y ait un corps qui intègre.
Voilà, et c'est le problème, par exemple, des classes. Je parlais tout à l'heure de contournement de la classe scolaire. Si vous avez une classe où il y a 25 enfants dont le français n'est pas la langue maternelle, celui qui arrive et dont le français est langue maternelle, il peut avoir quelques difficultés et il n'y a pas d'intégration des 25 premiers ou plus difficilement. Elle peut se faire à terme, mais comme le monde du travail est un peu déstructuré, qu'il a longtemps fait office de lieu d'intégration, ça devient compliqué. Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Entretien passionnant. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale de CNews et sur Europe 1, évidemment, le grand entretien. Je rappelle le titre de votre livre. Ça se lit assez rapidement. Ce grand dérangement, l'immigration en face. Il y a tout pour comprendre les enjeux de l'immigration. Merci beaucoup Didier Leschi d'être venu ce matin.